Nous sommes le 2 juin 2022, il est 13 h. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Hier, au Palais de la Présidence de la République, lors du Conseil des ministres, il a été décidé la création prochaine de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, une nouvelle structure qui viendra accentuer la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. On ira au plateau en début de journal avec Jérôme Kofi Abola. Toujours au plateau, cette fois dans les bureaux de la primature, Patrick Hachi a reçu les hommes d'affaires du groupe Mullier, des investisseurs qui entendent ouvrir plusieurs entreprises en Côte d'Ivoire. La toute première qui ouvre ses portes à Abidjan dans une dizaine de jours est un magasin du groupe Auchan. Éliminatoire CAN 2023, la Côte d'Ivoire reçoit la Zambie demain, vendredi à 19 h dans le nouveau stade de Yamoussoukro, avant d'affronter 3 jours plus tard le Lesotho en Afrique du Sud. Les éléphants sont prêts pour ces rencontres, les supporters aussi. En fin de journal, on vous fera vivre l'ambiance des préparatifs de nos pachydermes. Hier mercredi, c'était jour de Conseil des ministres. Entre autres sujets, la lutte contre la corruption et les infractions assimilées étaient au centre des débats. Le gouvernement a décidé la création prochaine de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels. En quoi va constituer sa mission? Élément d'explication avec le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, au micro de Jérôme Kofi Abola. Au palais présidentiel, il ne vient pas insolitement, encore moins quotidiennement, mais périodiquement. Et quand il s'installe, il le fait en tenant compte pour son grand déballage de tout ce qu'il lui faut, à savoir notamment la présence quasi totale des membres du gouvernement autour du président de la République, Alassane Ouattara, avec comme maître mot l'engagement à agir dans le but d'assurer le développement via les grandes décisions appropriées. Vous l'avez bien compris. Il s'agit du Conseil des ministres. La réunion, pour ce qui est de sa session de ce mercredi 1er juin 2022, a permis de prendre des projets de loi au nombre desquels celui relatif à l'hygiène et la salubrité. Un projet de loi portant code de l'hygiène et de la salubrité qui permet de regrouper l'ensemble des textes épars qui existaient en matière d'hygiène et de salubrité, notamment dans les domaines de l'environnement, de la construction, de l'assainissement, de l'urbanisme, de la santé et du domaine public. Ce dispositif unique privilégie donc une approche globale et définit le cadre institutionnel. Il prévoit également des sanctions tant pénales qu'administratives de façon à assurer une gestion efficiente des problématiques préoccupantes donc liées au cadre de vie et à l'environnement des populations. Par ailleurs, sur le plan sanitaire, les autorités se préoccupent de l'éradication totale de la lèpre sur le territoire national, d'où la nécessité d'une campagne intitulée Côte d'Ivoire sans lèpre, évoquée par le Conseil. Les différentes stratégies de lutte contre la lèpre dans notre pays ont abouti en 2001 à l'atteinte du seuil de l'élimination de la lèpre en tant que problème de santé publique. Toutefois, l'on détecte encore un nombre élevé de malades sur toute l'étendue du territoire national. En 2021, 514 nouveaux cas ont été dépistés avec 8,56% d'enfants et 24,32% d'infirmités de degré 2. Face à cette situation, notre pays a adhéré à la feuille de route pour les maladies tropicales négligées 2021-2030 de l'Organisation mondiale de la santé. Et il s'est doté donc d'un partenariat avec le GPZL, le Global Partnership for Zero Leprosy, et l'ensemble des parties prenantes à la riposte d'un plan stratégique de lutte contre la lèpre de façon à accélérer l'atteinte de l'objectif zéro lèpre en Côte d'Ivoire. La corruption, un autre fléau contre lequel il faut lutter. Le Conseil, en parlant, a pris une ordonnance dans ce sens. Le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de l'ordonnance du 20 septembre 2013 relative à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées,
ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance a été modifiée en son article 94 et cette modification permet la création d'un établissement public de type particulier entièrement autonome en vue d'assurer une plus grande équité dans la conduite des missions de recouvrement et de gestion des biens criminels ou présumés comme tels. Le Conseil a également pris un décret. Ce qui en fait l'objet, c'est la fixation des modalités de plafonnement et d'homologation des prix des produits de consommation. Le présent décret vise à autoriser le ministre en charge du commerce, le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du budget à intervenir par arrêté conjoint sur la fixation, le plafonnement et l'homologation des marges, des prix, des biens et services. Il permet au gouvernement de réglementer les prix des biens et produits et services de première nécessité ou de grande consommation, notamment dans le secteur d'activité économique ou dans les localités du territoire où la concurrence par les prix est limitée en raison de situations de monopole ou de dispositions législatives ou réglementaires ou des difficultés d'approvisionnement. Toutes ces décisions font partie de l'ensemble des mesures générales au nombre de 6, dont 2 projets de loi et 4 projets de décret, ainsi que cette communication au cours de cette réunion. Le prochain Conseil des ministres est prévu le 8 juin 2022. Et après le Conseil des ministres, Patrick Hachi a ouvert les portes de son cabinet à une délégation d'hommes d'affaires français, des hommes d'affaires intéressés par l'investissement en Côte d'Ivoire. Propriétaires du groupe Auchan, ils ont annoncé au Premier ministre l'ouverture prochaine du tout premier magasin de la marque dans le pays. Et la date retenue, c'est le 15 juin, dans quelques 2 semaines seulement. Les précisions d'Alexis Ouedraogo. L'association familiale Muliez, c'est un groupement d'intérêt économique classé 6e fortune en France. C'est surtout plus de 130 marques à travers le monde, très intéressées par la destination Côte d'Ivoire. Ce mercredi à la primature, ils ont affirmé leur volonté d'investir dans le pays. Vous avez vu que nous sommes venus en force et en nombre, en fait, finalement, pour cette rencontre qui est une rencontre extrêmement importante. Ce n'est pas la rencontre de l'association familiale Muliez en tant que telle, c'est la rencontre de chefs d'entreprise, de présidents de grandes entreprises internationales pour venir signifier officiellement à Monsieur le Premier ministre, au ministre qui accompagnait sa délégation, notre intention d'investir désormais rapidement et fortement en Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. Et dans l'immédiat, bonne nouvelle, l'ouverture du premier magasin de la marque Auchan à Abidjan. Le 15 juin, ce sera le début de notre aventure en Côte d'Ivoire et de notre partenariat, puisque le premier magasin Auchan ouvrira ses portes. Et le groupe entend aller plus loin avec l'extension de son réseau dans tout le pays. C'est le 12e rapport de la Banque mondiale sur la situation économique en Côte d'Ivoire. Un autre rapport qui salue les performances de l'économie ivoirienne. Elle se porte déjà bien, cette économie, et le sera encore davantage si elle s'appuie sur le secteur numérique. Le document a été présenté cette semaine aux autorités et aux experts nationaux et internationaux en présence de Dangui Dangui. Reportage. Néanmoins, on a eu une légère... Ce rapport est le résultat de la radioscopie de l'économie ivoirienne ces 6 derniers mois. Une radioscopie réalisée par la Banque mondiale qui révèle sans équivoque que l'économie ivoirienne est non seulement solide, mais aussi en bonne santé. Le rapport souligne que les performances économiques en 2021 ont été bonnes. Mais cela ne suffit pas pour atteindre comparativement aux ambitions du pays. Le pays doit innover, doit utiliser les instruments de son temps, notamment avec les digitales. Ce 12e rapport sur la situation économique en Côte d'Ivoire est plutôt bien accueilli par le gouvernement. Je voudrais particulièrement saluer la qualité du rapport ainsi que la pertinence des recommandations qui sont formulées. Le rapport recommande aux autorités de poursuivre les actions de réforme indispensables pour améliorer et libérer le potentiel de productivité de l'économie. Les experts de la Banque mondiale estiment que la Côte d'Ivoire peut mieux faire,
malgré un taux d'inflation d'environ 4,2% contre moins 1% il y a quelques mois. Il suffit pour le pays de s'appuyer sur les ressources du secteur du numérique que ces experts ont identifié comme un vecteur de développement et de croissance. L'idée, c'est de pouvoir augmenter cette participation donc, de l'économie numérique donc, à notre PIB, et ça passe déjà par une plus grande démocratisation donc, du numérique. Cette plus grande démocratisation passe déjà par l'accessibilité en achevant dans le réseau de fibre optique afin de permettre à l'Internet d'être partout dans le pays. La présentation de ce 12e rapport sur la situation économique en Côte d'Ivoire a donné lieu à une discussion entre membres du gouvernement, secteur privé et start-up dans le cadre d'un panel sur le thème « Le secteur numérique, vecteur d'une économie émergente ». Un reportage de Dangui et Jamasso. On a tendance à l'oublier, mais le coronavirus est toujours parmi nous. De nouvelles contaminations sont toujours enregistrées. Hier seulement, 11 nouveaux cas ont été recensés par les autorités sanitaires. 11 nouveaux cas pour porter le nombre total de cas confirmés à 82 226. Dans cette guerre contre le virus, on a perdu 799 des nôtres et 67 autres se battent actuellement contre la maladie. Les gestes barrières et le vaccin anti-Covid demeurent alors qu'il est le seul rempart contre le coronavirus. Alors, ne nous en affranchissons pas. Le gouvernement a à cœur la préservation de l'environnement. Dans le Bonkani et dans le Hambol, les aires protégées sont bien entretenues par les bons soins des préfets de région. Leurs actions ont été saluées par le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Ils ont été distingués et avec eux, 2 entreprises éco-citoyennes pour leur politique environnementale. Témoignage Frédéric Oulaye, Franck Quadio. Les enjeux environnementaux, notamment la pollution, l'effet de serre et l'émission de dioxyde de carbone, la rareté de l'eau, la désertification, sans oublier les pluies torrentielles et les inondations appellent l'action commune. En Côte d'Ivoire, l'engagement des entreprises, administrations et collectivités sont reconnus par le gouvernement. Les régions du Hambol et du Bonkani reçoivent les prix nationaux d'excellence. Nous sommes d'abord reconnaissants au président de la République, au Premier ministre et aussi au ministre de l'Environnement de nous avoir distingués. Le développement durable se définit comme la possibilité pour les générations actuelles de satisfaire leurs besoins tout en permettant aux générations futures de satisfaire les leurs. Donc nous avons un devoir envers nos enfants. C'est ce à quoi nous nous attelons en protégeant l'environnement. Dans la catégorie des entreprises éco-citoyennes, la Société ivoirienne de raffinage et une entreprise de parfumerie ont été distinguées pour leur politique et actions de lutte pour la préservation de l'environnement. Ce prix-là vient un peu nous encourager à poursuivre nos efforts et à aller de l'avant dans une démarche de développement durable de façon à ce que les populations, l'environnement qui nous entoure puissent bénéficier des retombées de nos actions positives en la matière. Jean-Luc Assis, ministre de l'Environnement et du Développement durable, au nom du Premier ministre, a situé les enjeux des prix d'excellence initiés par le président de la République. Il a par la suite traduit ses encouragements aux lauréats pour leur engagement vert. Ce prix qu'on leur décerne aujourd'hui, c'est pour encore plus les encourager à redoubler d'efforts, à renforcer donc leur capacité à préserver donc l'environnement. Vous savez, on sort d'une COP qui a adressé donc toutes les questions relatives à la restauration des sols et à la restauration des forêts. Il est important pour nous que tous ceux qui font en sorte que ces éléments naturels que nous avons sont des acteurs principaux pour le développement économique de la Côte d'Ivoire. La question environnementale qui aura été au cœur de la dernière conférence des partis, la 15e, à Abidjan. Aujourd'hui, le gouvernement exhorte à la contribution et à l'implication des entreprises des secteurs privés et publics, mais aussi de toutes les organisations engagées dans la lutte contre les changements climatiques.
Je vous amène maintenant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. On va assister à cette conférence de l'Institut de recherche pour le développement et l'Institut d'ethnosociologie. Une conférence qui avait pour objet de former et d'informer les étudiants en faculté de sociologie sur les questions de gouvernance foncière. On en sait plus avec Sephora Zegui. Elle y était pour RTI. Les étudiants en sociologie de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody instruisent sur la gouvernance foncière et la lutte contre la dégradation des terres. À travers cette activité, l'Institut de recherche et de développement IRD veut faire la promotion d'une note de synthèse qu'elle a produite sur cette thématique. Le milieu dans lequel nous vivons est un milieu dont nous devons prendre soin, car la dégradation de ce milieu-là est un peu dangereuse pour notre santé. C'est une sensibilisation, une prise de conscience à tout ce qui est problème climatique. Fruit d'un travail collectif, cette note de synthèse fait le point des réflexions au sein du pôle foncier de l'IRD depuis quelques années. Elle aborde la question des terres à travers celle de la sécurisation des droits fonciers. Bien souvent, quand les bailleurs de fonds arrivent avec des projets en milieu rural, ils ne se rendent pas toujours compte que les espaces qu'ils vont investir sont déjà occupés. Et en fait, il y a déjà des usages, il y a déjà des gens qui les utilisent, qui les exploitent. Et donc, ils viennent mettre la confusion dans ce qui existe déjà. Et que donc, il est important qu'ils soient au courant de ce qui se fait pour concevoir leur action en harmonie avec ce qui existe, ou du moins avoir une démarche de discussion avec les gens localement pour voir comment c'est possible de mettre en œuvre telle chose compte tenu des droits d'usage, etc. ou pour compenser les droits dont ils vont priver les gens sur le terrain. Cette note a d'ores et déjà suscité des réactions et pourrait servir à alimenter la position française dans les négociations. La récente COP15 était une occasion de pouvoir inclure les acteurs de la recherche pour le développement dans le débat, mais aussi mettre en exergue les travaux réalisés par les chercheurs de l'IRD et leurs partenaires. À présent, direction le chantier de l'autoroute Thiébissou-Bouaké pour y rejoindre les ingénieurs du génie civil de Côte d'Ivoire. Les ingénieurs qualifiés, déjà aguerris, opérationnels, mais aussi des apprenants. Les étudiants en formation à l'INPHB de Yamoussoukro y sont aussi pour tenter de mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans les amphithéâtres. Kader Sogodogo les a assistés sur le terrain. L'autoroute Thiébissou-Bouaké. Les travaux se poursuivent. Le chantier reçoit des ingénieurs du génie civil, des techniciens du domaine et de nombreux étudiants de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et d'autres grandes écoles d'Abidjan. Une visite qui est à mettre à l'actif de l'Association des ingénieurs du génie civil qui a la volonté d'être proche des chantiers majeurs du pays et surtout permettre à leurs cadets d'apprendre davantage. Les étudiants surtout parce que vous savez, pour nous, le retour d'expérience, il est important. Voilà, vous savez, quand on parle de Mené Messou, c'est quelqu'un qui a été formé depuis plusieurs années, mais qui aujourd'hui partage son expérience avec nous les plus jeunes. Et donc pour nous, il est important de faire cette transmission également aux plus jeunes qui sont aujourd'hui des étudiants. Tout ça pour dire qu'on doit toujours faire un retour d'expérience pour que la chaîne ne se rompe jamais. Une visite de terrain saluée par le directeur général de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, qui voit une plus-value pour ses apprenants. Voir de telles initiatives des ingénieurs du génie civil se retourner vers les plus jeunes, que ce soit de l'INP, mais d'autres établissements de Côte d'Ivoire, pour les prendre et venir voir ce qui se fait par les architectes de ce pays en fait et les bâtisseurs de ce pays, je pense que c'est une initiative vraiment salutaire. Longue de 96 km, l'autoroute Thiébissou-Bouaké comporte 7 échangeurs, un pont sur rail et un poste à péage. Il y avait donc de la matière pour les futurs ingénieurs du génie civil. Le développement s'installe donc chaque jour un peu plus. On construit des routes et l'eau potable arrive dans les zones les plus reculées. Le conseil municipal de Madinani vient de doter les villages de Sanaba et Sokoroba de 2 châteaux d'eau pour le bonheur des populations. On suit le constat de Jeanne Toubé. Dans le village de Sokoraba, à 10 km de Madinani, région du Kabadougou, un château d'eau de type HVA à partir duquel la population s'alimente en eau potable, desservie par 2 fontaines.
Un besoin exprimé par les populations et comblé par le conseil municipal de Madinani. Et comme en Sokouraba, Sanaba, autre village de la commune, a réceptionné un ouvrage identique sur des accents de fête et le temps consacré à la reconnaissance. C'est que dans ces deux localités, comme d'autres villages de la commune de Madinani, les ouvrages de dessert de l'eau potable existantes ont montré leurs limites face à l'accroissement de leurs populations respectives et la dynamique de progrès de ces villages. Faire de l'eau, c'était dur. Souvent, si le pompe est gâté là, c'est nous-mêmes les jeunes, on prend moto pour aller puiser l'eau au Margot, jusqu'à au moins 1 kilomètre d'ici. Aujourd'hui, on remercie le maire de nous avoir sauvés de cette situation. Les femmes sont contentes, puisqu'il fallait aller à des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Les travaux de construction des deux châteaux d'eau de Sokouraba et Sanaba ont débuté en octobre 2021 et les ouvrages livrés fin mai 2022 pour un coût global de 54 millions de francs CFA. Ce sont les deux infrastructures les plus importantes que le maire Fani Siaka a réalisées dans ces deux villages. Des villages où les progrès sont notables et les populations appelées à fédérer leurs énergies pour un consensus autour de leur développement respectif. Nous sommes heureux d'avoir satisfait à certaines attentes qui étaient en réalité des engagements que nous avons eu à prendre en son temps, qui voient aujourd'hui le jour. Nous avons d'énormes projets pour toute la population, surtout dans le domaine de la santé et de l'éducation. À Sanaba comme à Sokouraba, aucun abonnement social à ce jour. C'est un défi que les populations de ces deux villages s'engagent à relever, comme le laisse voir les installations de plomberie dans les maisons nouvellement construites. Et le développement arrive aisément quand on est en paix. Des populations qui vivent donc ensemble, dans la paix, dans le Gontogo. C'est le cheval de bataille du Cercle des Amis de Ténébiraïma au Ouattara. Récemment, ils ont pu visiter 7 localités de la région pour sensibiliser les populations à la cohésion sociale. Franck Quadio et son équipe faisaient partie de la caravane. La paix et le vivre ensemble comme solution pour une région du Gontogo empreinte de cohésion véritable. Ce message, le Cercle des Amis du ministre d'État Ténébiraïma Ouattara veut vulgariser. 7 localités sont alors parcourues. Abroko, Sandégué, Banakani, Sokoura, Yacine Kamagati, le président, a réaffirmé le même discours. Nous sommes ici pour promouvoir la paix, le vivre ensemble, la cohésion sociale. Pour la Côte d'Ivoire, que la paix règne dans notre beau pays. Au-delà de la parole, des gestes sont aussi posés. À Sandégué, par exemple, des tonnes de vivres pour les populations et des équipements informatiques pour la brigade de la gendarmerie. Il était nécessaire de porter un plus, c'est-à-dire d'aider la gendarmerie et la police. Parce que c'est si eux nous comptons mener notre sécurité. Dans un premier temps, nous sommes là aussi pour aider la population, les veuves et les orphelins. Merci aux donateurs. Nous sommes très contents. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Nous pouvons leur assurer que les dons seront utilisés à bon escient. À Banakani Sokoura, des guides religieux ont dit des prières et lu le Coran en guise de soutien aux idéaux de paix prônés par le Cercle des Amis du ministre d'État Ténébiraïma Ouattara. Les parents étaient contents. Ils ont fait la lecture du Coran qui est notre boussole ici. Et j'espère que d'autres vont le suivre. Point d'orgue de la tournée, la visite du centre de santé et de l'école primaire de Banakani Sokoura par la délégation qui a promis participer à la réhabilitation de ces structures publiques. C'est la fête, c'est la semaine des mamans et on ne se lassera jamais de les célébrer. Cela nous fait plaisir et elles le méritent en plus. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a honoré jusqu'à 500 mamans de son département en les couvrant de nombreux cadeaux. Le reportage de Serge Pacom Didi, Sephora Zegui et Eliane Guessan. À l'occasion de la fête des mères, Adama Kamara, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, gâte les femmes de son ministère. Ce sont 500 mamans des sous-directions du ministère et des structures sous tutelle qui sont reparties avec des cadeaux. Heureuses, elles expriment leur gratitude aux donateurs. Un grand merci à Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, pour la bonne initiative qu'il a eue
de nous célébrer. Nous sommes très ravis de ce que le ministre pense à toutes ces femmes-là lors de la fête des mères et organise une réception en leur honneur. Et voilà, ça nous va vraiment droit au cœur. Nous sommes à la 2e édition et nous voulons lui dire merci. Au cours de son intervention, Adama Kamara rappelle que la mère mérite d'être magnifiée et célébrée. Vous devez être célébré chaque jour que Dieu fait. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, garant de la politique nationale en matière de social et d'emploi, se devait de vous rendre un hommage des plus vibrants. Vous, qui chaque jour êtes les acteurs de ces changements tant espérés et qui tendez à rendre le monde meilleur. Plus qu'une simple célébration, c'était un véritable hommage à la femme, à la mère, qui a vu la participation de plusieurs artistes, dont la chanteuse Roselyne Layo. Et à l'instar de toutes les mères de Côte d'Ivoire, les mamans balayeuses ont été également célébrées. Elles ont aussi bénéficié d'une délicate attention. On voit cela avec Eric Gorebi. Elles ont tout arrêté ce jour pour profiter de la célébration des mères. Elles, ce sont les femmes aperçues tous les jours dans les rues en train de balayer, rendant le cadre de vie agréable. Ces mères, loin de leurs enfants, accomplissent cette activité avec fierté. Le moment est donc venu pour elles de se donner un temps de repos pour festoyer devant leurs responsables, amis et connaissances. De nos jours, l'idée de l'autonomisation de la femme demeure un objectif majeur pour les politiques publiques en général, mais aussi pour les entreprises. Ces initiatives publiques et privées en cours par l'emploi des femmes à la lutte contre la pauvreté, la promotion de l'égalité et la sauvegarde de la dignité féminine par sa contribution au bien-être familial et social. Des sketchs, des chants, des danses et des présents ont meublé ce moment. Un moment de convivialité et de chaleur. La joie était au rendez-vous. Un événement qui a eu pour parrain Koulibaly Yakouba, opérateur économique. Salubrité, ce n'est pas un métier que nous devrons négliger. C'est un domaine que nous avons choisi. Il faut le faire avec le cœur. C'est un métier, un service qui est trop ingrat. Mais ensemble, on peut avoir quand même un bon résultat. Vous allez faire toute la journée à nettoyer, mais vous allez voir 10 minutes ou 5 minutes après, quand on jette quelques déchets là-dessus, c'est comme vous n'avez rien fait à longueur de journée. C'est un travail d'équipe. Donc les mamans, moi je compte beaucoup sur les hommes, je compte beaucoup sur vous. Les défilés de ces mamans ont agrémenté cette célébration de la fête des mères. Il y a du foot dans ce 13h. Les éliminatoires de la CAN 2023 ont débuté hier à travers l'Afrique. 48 équipes nationales espèrent participer à la phase finale de la prochaine CAN qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 23 juin au 23 juillet prochain. 24 équipes seront alors présentes. La Côte d'Ivoire reçoit la Zambie demain, 3 juin, dans le nouveau stade de Yamoussoukro et la vente des billets a déjà démarré. Ce magasin cosmétique du quartier Habitat de Yamoussoukro ne désemplit pas depuis qu'il a été choisi pour la vente des tickets du match Côte d'Ivoire-Zambie. Les gens demandent les tickets, même les tickets des VIP, mais on n'a pas. Mais vraiment, hier comme ça, on a vendu plus de 1000 tickets. Plus de 1000 tickets, de 1500. Vraiment, ça sort ici. Je suis ici ce matin à la recherche des tickets que je vais offrir évidemment à la jeunesse dans le cadre du match. Et malheureusement, il n'y a plus de tickets de 1500 francs. Il n'y a que des tickets de 1000 francs. Et même les tickets de 10 000, il n'y en a plus, les tickets VIP. Si les habitants du quartier Habitat ont pu obtenir les derniers sésames, ceux qui se sont rendus à la gare le mercredi 1er juin 2022 ne sont pas chanceux. Les gens sont quittés. D'ailleurs, même au sein de la gare, les gens ont payé les tickets. En tout cas, ce matin-là, le ticket disponible, là, tout est fini. Autre lieu de vente, la mairie. Ici, le guichet de vente des billets du match n'ouvrira pas ce mercredi matin. Une situation qui attriste les retardataires. Depuis 2 jours, on est là on fait le rang pour les tickets, mais nous constatons que les tickets sont en manque. Et que vraiment, on a tellement voulu aller soutenir nos éléphants, crier, s'amuser.
Surtout que c'est l'ouverture du stade de Yamoussoukro. Donc franchement, c'est déplorable. Ils m'ont dit à la mairie, on peut avoir. Je suis venu à la mairie aussi, rien. Non, vraiment, je suis dessus, sérieusement. Je suis très dessus, je ne voulais pas rater ce match. Bon, on va faire ça comme ça, on va supporter les éléphants à la télé. Selon la fédération, 10 030 tickets ont été vendus à Yamoussoukro et plus de 300 à Abidjan. La rencontre Côte d'Ivoire-Zambie est prévue le vendredi 3 juin à 19 h. Plus de tickets dans les points de vente. Et les éléphants affronteront 3 jours plus tard le Lesotho en Afrique du Sud. Ces qualifications n'auront pas d'incidence sur la participation de la Côte d'Ivoire puisqu'elle est déjà le pays hôte de la prochaine CAN et de ce fait, y participe automatiquement. Allons voir la dernière séance d'entraînement de nos chers pachydermes. C'est à Solbeni, Mputo, ici à Abidjan. Sur les 25 qui composent le commando de Jean-Louis Gasset, 20 étaient présents ce mercredi 1er juin à Solbeni pour la dernière séance d'entraînement à Abidjan. Franck Kessier, Wilfried Zahar, Nicolas Pépé, Eric Bailly et Kosono Odilon, selon le staff, seraient en route pour compléter le groupe. Chez les gardiens de but, pas d'absent. Du titulaire, Sangaré Badra Ali, en passant par Cissé Abdul Karim de la SEC Mimosa ou encore Kone Mohamed du Havre, on révise les derniers automatismes sous la houlette de Fabrice Grange, l'entraîneur des portiers. En attaque, hormis ceux cités plus haut, Sébastien Haller, Jérémy Boga, Cornet, Christian Kwame et Konaté Karim sont à la tâche sous les regards avisés de l'ancien adjoint de Laurent Blanc. Durant ces moments d'entraînement, juste un recyclage pour faire du dégraissage. Course à petite foulée, contrôle de balles, etc. Pour Gasset, même si les éléphants sont qualifiés d'office pour la CAN 2023 et que le principal objectif reste une meilleure participation lors de la phase de poule, il est conscient qu'il doit réussir son baptême du feu vendredi face au Chipolo Polo et faire oublier la finale perdue en 2012 devant les cadets de Kalusha-Boualia. Le football pour nous réunir dans la joie, la guerre pour nous diviser dans la souffrance, la guerre en Ukraine en l'occurrence. Alors que le Sénégal s'était abstenu lors du premier vote de la résolution de l'ONU condamnant la Russie, Macky Sall se pose en médiateur. Il se rend à Moscou ce 2 juin. Le chef de l'État sénégalais en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine doit rencontrer son homologue Vladimir Poutine pour porter la voix de l'Afrique dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Fin de ce journal. Je reviens chez vous demain à 13 h.